Saint Thomas Becket. Alors, quelle est un petit peu l'histoire et la vie de Thomas Becket, finalement, qui va symboliser tout de suite l'opposition entre l'Église et l'État, entre le sacré et le profane, et qui, déjà au XIIe siècle, annonce la réforme qui se passera sous le règne d'Henri VIII, 400 ans plus tard, mais pas tout à fait dans les mêmes conditions. Et Thomas Becket est sans doute le plus grand des saints anglais. Qui est-il? Eh bien, c'est le fils d'un marchand de tissus, donc une famille assez aisée, originaire de Normandie. Il va naître à Londres et va faire toutes ses études d'abord en Angleterre, puis à Paris. Paris est encore à l'époque un grand centre pour les études, particulièrement les études théologiques ou les études de droit. En 1142, parce que nous sommes au XIIe siècle, il obtient un poste chez Thibaut du Bec, qui est l'archevêque de Cantorbéry. Pour l'instant, il n'est pas prêtre. Il n'est même pas du tout ordonné. Il va donc être ordonné diacre d'abord. Et on va l'envoyer étudier à Bologne et à Auxerre. On va l'envoyer étudier le droit, parce qu'on a besoin d'un juriste. Et le voilà donc qui devient un juriste, à la fois juriste civil et juriste religieux, parce qu'il a étudié, vous voyez bien, à la fois à Bologne, à Auxerre et à Paris. Le voilà donc bardé de diplômes. Ce qui montre bien les dons exceptionnels qu'il a. C'est un homme qui est intellectuellement extrêmement brillant. De retour à Cantorbéry, il va être nommé archidiacre de la ville. C'est l'année où le roi Henri II accède au trône, et Henri II a 21 ans, donc un tout jeune roi. Thomas, lui, commence à avoir de l'expérience. Mais sa renommée est telle que le roi le nomme chancelier. Alors, le chancelier du roi, à l'époque, c'est un poste extrêmement important. C'est l'équivalent, oui, largement d'un premier ministre aujourd'hui. On a président du conseil. Ils ont une différence d'âge assez importante, mais Thomas et le roi Henri vont devenir des amis, et même des confidents, une amitié très très forte. Alors Thomas, lui, évidemment, va mener une vie de cour, c'est-à-dire la vie privilégiée d'un courtisan, mais très rapidement, il se rend compte que le roi a des visées absolutistes. Il veut vraiment tout contrôler, tout, y compris les revenus de l'Église. Et le roi souhaite abolir certains privilèges du clergé, notamment l'immunité pénale. Bon, voilà, on dirait aujourd'hui, on comprend pas très bien pourquoi. Finalement, les clercs sont comme tout le monde. S'il y a un problème, on va au tribunal. À l'époque, c'était pas tout à fait comme ça que ça se passait. À la mort de Thibaut du Bec, l'archevêque de Cantorbéry, Henri envisage de nommer Thomas archevêque. Mais Thomas redoute un conflit avec le roi, et donc il va refuser, dans un premier temps. Le légat du pape va venir le voir, et il va lui dire « il faut sans doute accepter ce poste ». Et Thomas va finir par accepter, il cède aux pressions. Le voilà donc archevêque de Cantorbéry, mais dans une situation qui n'est pas une situation très simple. Vous voyez bien, chef de l'Église, ami et confident du roi, et du jour au lendemain, il se trouve quasiment en opposition avec le roi, parce que archevêque de Cantorbéry, il doit défendre le droit de l'Église, à la limite contre le roi qu'il servait précédemment. Pas simple. Thomas, en acceptant, accepte aussi de vraiment devenir un véritable archevêque. C'est-à-dire, il abandonne la vie de cour, il abandonne tout ça, il va donner toute sa vie à annoncer l'Évangile. Il va faire preuve d'un très grand zèle. Il va mener non pas une vie de cour, qui pourrait être une vie luxueuse et facile, mais une vie austère. Et il va donc défendre mordicus les droits de l'Église. On sent bien que la confrontation avec le roi
va arriver. Pas possible puisque le roi manifeste de plus en plus ses intentions de tout contrôler, y compris l'Église. Évidemment, le roi pensait que Thomas allait sans doute, puisque c'était son ami précédemment, lui faciliter la tâche. Il se trompe fortement. Il se trompe fortement. Et Thomas va prendre les moyens de défendre l'Église. Thomas va rapidement sentir que le roi Henri est déterminé et qu'il veut à tout prix prendre le contrôle de tout sur le pays, y compris de l'Église. Il va donc n'avoir qu'une solution, c'est de s'enfuir secrètement en France. Et il va aller consulter le pape. Il va mettre 6 ans avant de revenir à Cantorbéry, mais il va revenir. Pendant son absence, l'archevêque d'York va couronner le prince Henri, donc héritier du trône. Mais en faisant ça, il va à l'encontre du droit. Il va à l'encontre du droit et des ordres de Thomas. Le conflit ne peut qu'exploser. Thomas va regagner l'Angleterre. Il va excommunier l'archevêque d'York, qui a pris des libertés avec ce qu'il pouvait faire, et un certain nombre d'autres membres du clergé qui sont impliqués dans l'affaire. Alors évidemment, quand le roi va prendre la nouvelle, il entre dans une colère épouvantable parce qu'il voit dans l'attitude de Thomas un défi à son autorité. Et il va dire ce qu'il pense tout bas, il va le dire tout haut, « N'y aura-t-il personne pour me débarrasser de ce prêtre turbulent ?» Ça n'est pas tombé dans les oreilles de sourds. Si bien que le 29 décembre de 1170, 4 chevaliers anglo-normands gagnent Cantorbéry. Et ils vont attendre que Thomas célèbre dans la cathédrale. Thomas célèbre la messe, le voilà. Il est pris, il ne fait pas attention à ce qui se passe. Les 4 chevaliers s'avancent et exécutent Thomas pendant sa messe dans la cathédrale. Voilà un assassinat tout à fait revendiqué et très clair. La nouvelle de l'assassinat ne va pas laisser les gens indifférents, tant s'en faut. Ça va se propager dans tout le pays. Et la tombe de Thomas va devenir un lieu de pèlerinage. Un lieu de pèlerinage, et un lieu de pèlerinage important, puisqu'on raconte que plus de 700 miracles vont s'y produire au cours des 10 ans qui vont suivre l'assassinat. Le pape Alexandre III, voyant ça, et devant la ferveur des gens d'Angleterre, le pape va donc canoniser Thomas quasiment immédiatement. Et en Angleterre, aujourd'hui encore, 80 églises lui sont dédiées. Mais c'est pas fini. Parce que le pape excommunie également le roi Henri. Et on voit bien que déjà ça annonce les difficultés qu'il y aura au moment de la rupture entre Henri VIII et le pape, 400 ans plus tard. Voilà donc Henri excommunié. Son pouvoir s'est accru parce qu'il a mis la main sur l'Église. Mais son règne est entravé par de nombreuses révoltes, menées par ses fils, que ce soit en Angleterre ou en France. Et en 1189, donc 19 ans après la mort de saint Thomas Becket, à la mort du roi, ce n'est pas le prince Henri qui lui succède, mais l'un de ses jeunes frères, celui-là célèbre aussi, Richard Ier, qu'on appellera Richard Cœur de Lion. Si un jour vous allez à la cathédrale de Sens ou à la cathédrale de Chartres, allez regarder les vitraux. Il y a de magnifiques vitraux qui retracent et qui illustrent la vie de saint Thomas Becket.
Et depuis 1988, dans le département du Var, il y a une fraternité Saint Thomas Becket. En Angleterre, c'est donc quelqu'un de vraiment incontournable. C'est vraiment un des grands personnages de l'histoire anglaise, un homme qui, pour ne pas renier son engagement dans l'Église, pour défendre l'Église, même si ça pouvait être quelquefois sur des aspects pas forcément totalement indéfendables, va tenir tête au pouvoir civil, va tenir tête malgré son amitié, malgré son attachement au roi, parce qu'il pense qu'annoncer l'Évangile, c'est encore plus important. Belle figure que celle de saint Thomas, qui, jusqu'à la mort, n'a qu'un souci, annoncer l'Évangile.